donc démarrer cette mini visioconférence. Je vous rappelle que toutes les visioconférences de la commission Centre Équestre sont sur le site YouTube du Comité régional d'équitation. Je vous invite à les revisionner ou à les découvrir pour ceux qui n'ont pas toujours le temps de se connecter aux horaires du direct. Et donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour la mini visioconférence sur la gestion des personnels des centres équestres. Et c'est Isabelle Desfossés, qui est juriste à la Fédération française d'équitation, responsable de plein de services, ressources, éthiques et juridiques, et j'en oublie certainement que voilà, c'est Isabelle Desfossés qui va donc animer cette visioconférence. Je vous rappelle que c'est enregistré et qu'il faut ou poser vos questions sur le chat ou attendre la fin des explications pour pouvoir poser vos questions. Je passe la parole à la présidente de la commission des centres équestres, puisque c'est cette commission qui gère, organise ces mini-conférences. Donc Gaëlle, à toi la parole. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre participation, de plus en plus nombreux, en tout cas, les mois passant, à toutes ces mini-conférences. Valérie, tu as déjà tout dit. Pensez bien à couper le son de vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence pendant la présentation. D'utiliser effectivement le chat pour poser les questions, mais ne pas interrompre la présentation d'Isabelle. Voilà. Ben, écoutez. Bonne mini-conférence à tous et à tout à l'heure. Alors, bonjour à tous. Donc, je viens de vous partager mon écran. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous le voyez bien? Ouais, c'est bon. Oui. Super. Parfait. Donc, effectivement, donc, j'ai été sollicitée par le Creux Grand Est pour vous présenter, on va dire, les bases sur la gestion du personnel des centres équestres. Je pense que pour certains, ça sera un rappel, et pour d'autres, ils auront peut-être l'occasion, effectivement, d'apprendre des choses et en tout cas de se remémorer ces basiques-là. Donc, pour commencer. Ça va bien, voilà. Donc en sommaire, je vais vous faire quelques rappels sur la convention collective et le groupement épique national. On va faire un point sur les affichages obligatoires, la gestion quotidienne des salariés, avec un petit focus aussi sur l'obligation de sécurité et le recours à un prestataire indépendant. Donc, en rappel, donc effectivement, alors moi j'interviens en tant que responsable juridique de la FFE, mais au niveau social, ce qui alimente et ce qui régit la vie quotidienne des centres équestres, c'est la convention collective des personnels des activités hippiques, donc anciennement centre équestre et qui a été modifiée il y a quelques années, puisqu'il y a eu une réunion avec notamment les courses pour sur cette convention collective-là. Cette convention collective, ce qui est important à savoir, c'est qu'elle est étendue. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas adhérent du GHN, elle vous est quand même applicable. Voilà. Si elle n'était pas étendue, effectivement, il n'y aurait que les adhérents du GHN qui seraient soumis à cette obligation, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, je vous invite, si c'est pas le cas, à bien pardon. Euh, c'est important que vous la connaissiez et que vous la pratiquiez au quotidien. Alors, ensuite, donc cette convention collective, elle gère pour cette partie quand même très importante la grille des salaires. Effectivement, on a le SMIC, mais par contre, quand la convention collective elle prévoit des salaires minimums supérieurs au SMIC, c'est bien cette convention collective qui s'applique et pas le SMIC fixé par la loi. Et un autre point très important, alors. Je vous ai fait ces trois points-là, hein. Bien évidemment que la convention collective, elle prévoit beaucoup plus de choses. Elle prévoit la classification des emplois
des personnels des activités hippiques, avec effectivement les fonctions qu'on attend d'eux au quotidien. Donc ensuite, pour évoquer le groupement hippique national, donc c'est le syndicat des employeurs d'activités hippiques, donc notamment effectivement les centres équestres, qui est depuis quelques années représentatif de la profession sur notamment l'équestre. Ce qui est important à savoir, alors nous à la fédération, on travaille au quotidien avec eux. Notamment, ils sont spécialisés sur certains domaines du droit, on va dire. Notamment, donc, ils ont une compétence devant le Conseil des prud'hommes. C'est important parce que effectivement, ce qui n'est pas le cas de la fédération, hein, ça veut dire qu'ils peuvent défendre un employeur devant le Conseil des prud'hommes quand il y a un contentieux avec son salarié. Je parle aussi d'une compétence devant le tribunal paritaire des baux. On est moins là pour ça, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Il vous propose aussi un service salaire, donc qui vous permet notamment d'éditer vos bulletins de paye pour vos salariés, un service comptabilité et un service recouvrement. Donc pareil, moins social, mais quand même pour les centres équestres au quotidien, l'adhésion, elle diffère en fonction, bien évidemment, des services que vous prenez, mais c'est des services que vous pouvez trouver dans un cabinet d'avocats qui sont pas au prix d'un cabinet d'avocats. Donc, et pour aussi un service qui est quand même très spécialisé dans le domaine des activités équestres. Donc ça, c'est quand même important et pour vous, c'est quand même une chance au quotidien d'avoir ce GHN. Voilà, ça c'est pour les rappels. Donc, on va rentrer dans le fond du sujet. Donc, par rapport à vos obligations en tant qu'employeur. Donc, d'ores et déjà, vous avez effectivement une obligation d'affichage qui est pour les. Alors, vous avez beaucoup d'obligations d'affichage, effectivement, mais vous en avez particulièrement sur vos salariés. Donc, avec l'obligation d'afficher les coordonnées de l'inspection du travail, ceux de la médecine du travail. Ça, c'est plutôt voilà, c'est des coordonnées. Par rapport aussi à vos obligations, vous avez des obligations d'afficher la durée du travail collective. Alors, on sait que dans les centres équestres, il n'y a pas forcément une durée collective, mais on va dire que ça équivaut aux horaires d'ouverture étant un peu plus étendus au public. Donc ensuite, à destination des salariés, vous avez l'affichage d'ordre des départs en congé. Et après, vous avez bien évidemment les textes relatifs à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et relatifs à la lutte contre la discrimination, les discriminations, pardon, et le harcèlement moral et sexuel. Donc ça, c'est copier-coller des articles du Code du travail. Ensuite, vous avez aussi la référence à la convention collective dont on vient de parler. Et vous avez aussi une obligation d'affichage. Donc ça, c'est pareil, c'est partie locale des salariés du document unique d'évaluation des risques. On pourra en reparler après de ce document unique. Là, je vous mets un petit exemple hein, sur l'affichage à destination des salariés. Ça, c'est c'est la fiche pardon que on a au niveau du service juridique de la fédération et qu'on met à disposition des adhérents. Donc, vous revoyez les coordonnées, les horaires de travail, les textes applicables et la convention collective. Voilà, le GHN en fait aussi, si vous le souhaitez. Ça, c'est une obligation. Vous êtes vraiment dans l'obligation de les afficher. Donc ensuite, toujours dans ces obligations d'affichage, vous avez, voilà, vous avez encore plus dans la gestion quotidienne l'obligation d'afficher les diplômes et la carte professionnelle de vos salariés qui sont en situation d'enseignement. Donc ça, c'est plutôt un affichage à destination du public mais qui concerne vos salariés. Donc, c'est pareil, c'est important. Vous avez aussi une obligation en début de contrat de vérifier la capacité professionnelle de vos salariés. Donc, quand on est sur de l'enseignement, vous devez vérifier qu'ils sont bien diplômés et avec une carte professionnelle en cours de validité. Voilà.
ou avec un justificatif comme quoi la personne l'a demandé, par exemple, si elle n'a pas eu d'activité pendant un moment. Ce qui est pas normal, c'est une personne qui travaillait déjà et qui n'en a pas. Donc ça, effectivement, c'est quand même, il faut y réfléchir un petit peu. Ensuite, dans le cadre de la gestion quotidienne, on n'oublie pas le contrat de travail, bien évidemment. La loi, elle prévoit quoi pour le contrat de travail? Elle prévoit que normalement, l'écrit n'est obligatoire que pour les CDI, donc les contrats à durée indéterminée. Mais la convention collective, elle dit bien qu'il est obligatoire tout le temps. Donc ça veut dire que, en plus je vous dis une bêtise, pour les CDD, pardon, je dis n'importe quoi. La loi prévoit que c'est obligatoire pour un CDD. Mais la convention collective, elle prévoit bien que, y compris pour les CDI, on est obligé d'avoir un écrit. Voilà. Donc le contrat, il prévoit quoi? Il prévoit quel est le poste de la personne, quelle est sa rémunération, où est-ce qu'il travaille, quels sont comment est son temps de travail, est-ce qu'il est à durée à temps complet ou à temps partiel, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est une obligation, il faut pas l'oublier. Et dans le cadre de la gestion quotidienne, vous avez aussi le registre du personnel, donc qui sert à enregistrer les entrées et les sorties des salariés de l'établissement. Vous devez y mettre également les apprentis, pas les oublier. Et en cas de contrôle de l'inspection du travail, tout ça, c'est des documents que vous êtes normalement en mesure de fournir à l'inspecteur, bien évidemment. Alors, ensuite, on va évoquer un peu plus en profondeur l'obligation de sécurité en tant qu'employeur. Donc, les employeurs, ils ont une obligation de sécurité de résultat. C'est important de le dire, contrairement à votre obligation de sécurité vis-à-vis de vos clients, qui est une obligation de sécurité de moyens. Vous devez tout mettre en œuvre pour assurer leur sécurité. Vos salariés, vous êtes quasiment automatiquement mis en cause s'il leur arrive un problème. Donc, vous devez les protéger effectivement des risques professionnels qu'ils peuvent rencontrer dans le cadre de leur travail. Par rapport à ça, les risques professionnels, c'est quoi? Donc ça, c'est des risques qui résultent effectivement de l'exposition du travailleur à un danger qui est ponctuel ou prolongé et qui provient soit d'un objet, soit d'une substance, soit d'un animal, en l'occurrence pour nous, ou d'une situation spécifique dans laquelle ils sont amenés à être dans le cadre de leur travail. Qu'est-ce que ça peut être ces risques spécialement chez nous? J'en ai mis quelques-uns. La liste n'est pas exhaustive, mais on va avoir des risques mécaniques. Donc effectivement, pour les cavaliers, on va avoir des risques de chute. Mais donc ça, c'est ceux qu'on rencontre le plus souvent, hein, les chutes. Mais par contre, on peut aussi avoir des risques de coups. Euh, Par exemple, une réparation avec un marteau, deux coupures. Pareil, avec un objet coupant. D'écrasement, on le sait, ça arrive quand même encore régulièrement avec des objets lourds, des bottes de paille, des bottes de foin. Malheureusement, pardon, ce n'est pas c'est toujours pas un mythe, hein, ça serait bien. On peut avoir aussi des risques chimiques, puisque on utilise des produits phytosanitaires, biocides. Donc les biocides, si vous avez suivi les actualités récentes, c'est tout ce qui notamment vise à lutter contre les nuisibles, donc les rats, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est réglementé. On peut aussi avoir des problèmes d'amiante. Dans les anciens bâtiments, c'est pas, il n'y a pas d'obligation d'enlever l'amiante quand il y en a, mais par contre, il y a une obligation de surveiller les taux d'empoussièrement pour éviter que les salariés ils soient effectivement euh, exposés à la poussière d'amiante, puisque c'est ça qui est dangereux. Quand il n'y a pas de poussière, l'amiante, c'est assez neutre. Et puis, plus récemment, mais qui sont des risques quand même aussi d'actualité et qu'il faut prendre en compte
et peut-être qu'ils sont dans les petites structures en général, hein, pas que dans les centres équestres, qui peuvent être un peu moins pris en compte, c'est les risques psychosociaux donc liées au stress, au harcèlement, aux agressions possibles, le fait de travailler avec de la clientèle ou même voilà potentiellement des chevaux difficiles, ça peut aussi être un facteur de stress. Mais la clientèle en général, le contact, ça peut être perçu effectivement comme des situations qui génèrent des risques psychosociaux pour les travailleurs. Donc ça, c'est j'espère que vous n'avez pas de clients trop compliqués, mais ça peut arriver. Effectivement, parfois, les personnes, elles savent pas forcément comment les gérer. Ça peut occasionner du stress. Les clients peuvent être au-delà d'être pas faciles, mais être carrément dangereux et effectivement entraîner du harcèlement et de l'agression des travailleurs. Ah, je passe un peu vite. Donc ces risques, comment on les gère au quotidien? Alors il y a tout un process effectivement. Euh, il faut déjà commencer par les évaluer. C'est à ça que sert effectivement le document unique d'évaluation des risques, dont vous trouvez des modèles soit au GHN, soit à la fédération, qui sert en gros à reprendre tout l'environnement du centre équestre et à dire bah là j'ai tel poste de travail, j'ai tel risque. Là j'ai par exemple le parking. Bah, le parking, ça peut être un endroit où il y a des risques pour les salariés, notamment liés à l'évolution de véhicules. Et donc, ça peut voilà, donner lieu effectivement à une évaluation et donc, c'est très spécifique à votre établissement équestre. Il y a des grandes catégories, effectivement. Par exemple, eh ben, en 2020, on avait rajouté dans les grandes catégories le risque lié au Covid. Voilà. Donc, ça dépend un petit peu de l'environnement. Après, voilà, il faut se référer aux grandes catégories qu'on a et à chaque fois se dire bon bah là il y a un risque, là il y a un risque. Monter à cheval, il y a un risque, on le connaît. Une fois qu'on l'a évalué, effectivement, il faut voir comment on fait derrière pour l'éviter. Donc, comment on fait pour l'éviter? Ça passe notamment par de l'information et de la formation des salariés sur les risques qui les concernent. Donc de la formation, et ben, donc je vous mets un exemple, par exemple pour les engins de levage ou les engins agricoles, on demande à ce que les salariés ils soient formés pour la conduite. C'est des formations qui doivent être régulières, y compris pour les enseignants, pour les cavaliers. Normalement, voilà, c'est de la formation professionnelle continue. C'est important de se former tout au long de sa vie professionnelle et ça implique effectivement d'être formé sur les risques auxquels nous expose notre emploi, afin notamment bah, d'avoir des bons réflexes et de se prémunir des risques liés à cet emploi. Et ensuite, effectivement, on a l'organisation et la mise en place de moyens adaptés. Le principe, quand on évalue un risque via le document unique d'évaluation des risques, c'est d'éviter le risque le maximum. Par exemple, il y a on évite voilà les chutes de hauteur en restant au maximum au sol. Après, parfois, quand on peut pas éviter le risque, parce que quand on monte à cheval, il y a toujours un risque de chuter. On ne peut pas complètement s'en prémunir. Avoir des chevaux, effectivement, éduqués, avoir des cavaliers régulièrement formés, c'est un moyen de s'en prémunir. Après, on sait qu'un cheval, voilà, ça arrive, il peut avoir une réaction qu'on ne maîtrise pas. Donc, on peut tomber. Comment on s'en protège? Soit alors, en privilégiant dans un premier temps des équipements collectifs. Par exemple, bah, quand on a un risque de chute du haut d'un bâtiment, on met un garde-corps. Un garde-corps, ça permet à tout le monde de se prémunir de la chute. Quand les moyens collectifs de protection ne sont pas possibles ou qu'il y en a et qu'il faut les compléter, on utilise dans ce cas-là des équipements de protection individuelle, en tout cas des moyens individuels de protection pour effectivement
comme on peut pas éviter le risque de chute, se protéger de ses conséquences. Et ça, c'est valable, ce process-là et cette réflexion-là, c'est valable pour tout. C'est-à-dire, comment on se prémunit d'un risque électrique? Eh ben, on met des gaines, on met des coffrets de protection, et quand on ne peut pas se prémunir du risque, eh ben, dans ce cas-là, on équipe le salarié de gants, on équipe le salarié de moyens pour se protéger bah, d'une électrocution, de ce genre de choses. Voilà. Ça, c'est vraiment valable pour tout. Voilà pour l'obligation de sécurité. Et puis, effectivement, on avait vu pour un point spécifique. Alors, sur les prestataires indépendants, je sais que c'est des questions qui reviennent régulièrement depuis pas mal d'années. Le prestataire indépendant, ça va être... alors, on va avoir les autos, ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs de façon un peu récurrentes, auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, mais on peut avoir des personnes aussi qui sont entrepreneurs individuels finalement avec un régime, voilà, ils ont une entreprise mais qui n'est pas une auto ou une micro-entreprise. Donc, comment faire pour que la situation et la relation, elle reste dans le cadre de la loi avant la prestation? Eh ben déjà, il faut rédiger un contrat de prestation de service. Je sais bien que les contrats ne sont pas encore tout à fait rentrés dans la norme des centres équestres. Mais c'est important. Je ne saurais que vous le conseiller dans finalement tous les aspects de votre activité parce que bah, au quotidien, c'est ce qui vous sert de preuve quand il y a un souci. Comme j'ai l'habitude de dire, quand tout va bien, le contrat, il est en trop, mais le jour où ça va mal, le contrat, il vous sert à démontrer que vous êtes dans votre droit et que initialement, vous aviez bien prévu ça et pas ce que la partie d'en face réclame. Ça vaut dans vos contrats de prestation de service, mais ça vaut aussi avec votre C'est clientèle, un hein. séminaire roman. Voilà, donc il faut faire effectivement attention à ça. Donc la rédaction d'un contrat, c'est très important. Ça va prévoir voilà, la rémunération du professionnel, ça va prévoir c'est les horaires auxquels il est censé venir, les modalités d'exécution du contrat. Ensuite, qu'est-ce qui est important? Vérification de la régularité de l'activité et de l'existence légale. Donc effectivement, quand on travaille avec un prestataire, peu importe que ça soit un enseignant ou un cavalier indépendant, il faut bien vérifier que sa situation, elle est conforme à la réglementation, notamment parce que le client qui le paye, parfois, il peut être aussi empêtré dans les problèmes de son prestataire. Je vous donne un exemple. L'attestation de vigilance, c'est important et normalement, un client professionnel doit le demander pour une prestation de service à partir de 5 000 euros. Parce que si l'attestation de vigilance, c'est l'attestation de la Sécu et des impôts qui dit bien que la personne, elle est en règle avec la sécurité sociale et avec ses impôts, qu'elle a payé ses cotisations et ses impôts. Si vous ne le faites pas, on peut, enfin le créancier, donc la Sécu et les impôts, ils peuvent venir vous chercher pour vous demander de payer à la place de votre prestataire. Ça, donc je vous conseille vraiment, alors c'est obligatoire à partir de 5 000 euros, mais voilà, je vous conseille vraiment de vérifier que votre prestat, il est en régularité avec tout ça. Ça, c'est à faire avant. Donc l'obligation d'assurance, alors l'assurance elle n'est pas obligatoire pour tous les types d'activités. En revanche, si la personne elle est enseignante d'équitation, c'est obligatoire. Donc en sachant que dans les activités où c'est pas obligatoire, ça veut dire que s'il y a un problème, c'est l'entrepreneur qui le paiera sur ses propres deniers, ce qui n'est jamais non plus bien judicieux lorsque le risque est important et que les sommes qui peuvent être amenées à être déboursées sont plus importantes que les revenus de l'activité en question.
Ensuite, la vérification de l'honorabilité. Ça, c'est des obligations qui résultent des faits et des signalements de violences à caractère sexiste et sexuel. Vous avez l'obligation de vérifier que vos salariés qui enseignent notamment ont l'honorabilité de le faire. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir été condamnés pour un crime ou un délit qui est spécifiquement prévu par le Code du sport et qui les empêche d'enseigner. Donc ça peut se vérifier soit avec une carte professionnelle à jour, soit en demandant à votre salarié le bulletin numéro 3 de son casier judiciaire. C'est les infractions les plus graves. Alors, l'honorabilité, ça n'est pas que les violences sexistes et sexuelles. Un enseignant, il peut perdre sa carte pro, par exemple, pour avoir bu ou pris de la drogue au volant. Ça, c'est un délit susceptible de faire perdre son honorabilité et sa carte professionnelle à un enseignant sportif, enfin, équitation et tout sport confondu. Donc c'est pas que des violences sexistes et sexuelles. Mais effectivement, si on a une condamnation pour ça, non seulement ça apparaît au bulletin numéro 3 du casier judiciaire, mais en plus il y a une inscription au FIJES qui dure assez longtemps et au bout du bout, au bout d'un certain temps, on peut demander l'effacement, mais c'est pas tout de suite quoi. Donc ça c'est avant la presta. Hop. Pendant la prestation, je vous ai parlé de l'attestation de vigilance qu'il faut demander avant de signer, mais il faut la vérifier tous les 6 mois. Donc, dans le contrat de prestat, c'est bien de préciser à fournir avant et à fournir tous les 6 mois. Ensuite, pendant la prestation, bah, finalement, c'est comme pour un salarié, même s'il ne l'est pas. Il faut afficher son assurance, son diplôme et sa carte professionnelle pour les enseignants. Et puis, avec les prestataires indépendants, et notamment, en tout cas, c'est ce qui nous revient le plus, c'est peut-être pas systématiquement le cas, on a ce problème de requalification de la relation éventuellement en contrat de travail. Alors, dans ce cadre-là, un contrat de travail, normalement, quand vous avez un contrôle, c'est défini par l'inspection du travail et par les juridictions comme la combinaison de trois éléments, un travail, une rémunération et un lien de subordination. Donc, pour un prestataire indépendant, ce qui distingue ce qu'il fait d'un travailleur salarié, c'est effectivement cette absence enfin, pour le salarié, l'absence de lien l'absence d'autonomie. Je vais y arriver, pardon. Pour le prestataire indépendant, l'absence de lien de subordination. Pour le salarié, l'absence d'autonomie dans l'organisation de son travail. Effectivement, le salarié, on lui dit, voilà, il y a ça à faire. Tu dois le faire dans ce délai voilà. Alors que le prestataire indépendant, il a il a une autonomie, il conserve une autonomie dans l'organisation de sa prestation. Pour les enseignants, ça va notamment se révéler via l'autonomie dans l'organisation pédagogique de ses cours, par exemple. Voilà, c'est lui qui décide ce qu'il enseigne aux élèves. Et aussi le fait de dire, bah, par exemple, moi je suis dispo sur ces créneaux-là et pas sur d'autres. Alors on sait que l'enseignement du sport, il se fait essentiellement, notamment pour les mineurs, du mercredi au mercredi et au samedi. Mais effectivement, voilà, un enseignant indépendant, c'est lui qui choisit les horaires et il ne fait effectivement que l'objet de l'activité de son entreprise. C'est-à-dire qu'un enseignant indépendant, s'il est enseignant, il vient pas faire les box, il vient pas faire finalement ce qu'un enseignant de votre structure peut faire quand il est salarié, parce que c'est inclus dans ses fonctions dans le cadre de la convention collective.
Ça n'est pas le cas pour l'enseignant indépendant. Et un autre point qui est important, c'est de conserver une multiplicité de clientèle. C'est-à-dire que moi, alors, je l'ai pas vu récemment, mais il y a quelques années, j'avais des dirigeants qui pouvaient me dire, bah, j'ai recours à un enseignant indépendant 35 heures par semaine. Voilà. Enfin, 35 heures par semaine, ça se rapproche quand même d'un temps plein pour un salarié. Donc effectivement, ça l'empêche souvent d'avoir d'autres clients à côté. Il faut quand même faire un peu attention à cette organisation, cette autonomie, le fait que vous soyez pas son seul client. Mais par exemple qu'il ait des cavaliers indépendants ou d'autres centres équestres à côté. Ce qu'il faut aussi, ce à quoi parfois il faut vérifier, c'est le statut de la personne. Je vous parlais justement de l'auto-entreprise, la micro-entreprise, l'entreprise individuelle. Alors, l'entreprise individuelle, c'est la forme juridique, on va dire, d'exercer une activité qui s'offre à n'importe quel entrepreneur. La micro-entreprise, c'est une forme d'entreprise individuelle, mais qui bénéficie d'un régime fiscal et social propre. Mais par contre, elle n'est ouverte qu'aux enseignants indépendants. Elle peut pas être faite, par exemple, par un cavalier, parce que c'est pas ouvert aux activités agricoles. Sauf que être cavalier, c'est une activité agricole, alors qu'enseignant indépendant, c'est non commercial. Il y a quand même il y a parfois des confusions et il y a parfois aussi des activités assez multiples. On peut trouver des enseignants indépendants qui montent à cheval. C'est pas un souci. Par contre, il peut pas le faire normalement quand il est effectivement en micro-entreprise. Parfois, ça peut être un peu compliqué. Mais c'est important de vérifier tout ça. Si vous avez un expert comptable aussi dans le cadre de votre exploitation, parfois il jette un œil à ces schémas-là aussi. Donc il faut pas hésiter parfois à les solliciter par rapport à ça. Ils peuvent faire des montages. Les enseignants indépendants aussi, il faut trouver le bon régime dans le cadre du contrat qui vous lie à eux. Est-ce que vous le rémunérez ou est-ce qu'il se rémunère via les élèves directement et vous lui louez les établissements, enfin les surfaces sportives? Il faut trouver le bon régime qui convienne à tout le monde. Voilà. Alors moi, je pense, hop, je suis arrivée au bout de ma présentation.